Et on va maintenant débuter le sujet qui s'appelle suivi des transactions. Et pour ça, je vais vous présenter deux fichiers. Le premier, c'est un fichier Word, suivi des transactions, voilà, qui présente un peu le portrait des choses. Là, on a vu qu'avec un budget, on est capable d'inscrire les revenus et les dépenses, mais on a une seule colonne, une seule information pour chaque revenu ou chaque dépense par année. Alors, une colonne ou une cellule pour inscrire. Mais dans une année, on fait plusieurs dépenses, il y a plusieurs transactions à inscrire pour le même sujet. Par exemple, pour l'épicerie, on peut avoir des transactions multiples au cours d'une année. On peut en avoir une par semaine ou deux ou trois par semaine. Alors, ça nous prend un instrument qui nous permet de suivre nos transactions, nos dépenses dans une année et de pouvoir en inscrire plusieurs. Donc, moi, la façon dont je traite ça de façon différente. Je dis, ça me prend un outil qui me permette de colliger l'ensemble de mes revenus, l'ensemble de mes dépenses par catégorie et de en faire la somme à la fin de l'année qui va me permettre d'avoir un seul montant qui, lui, va être placé dans le budget. Parce que la façon dont je fonctionne, moi, la somme de mes revenus et de mes dépenses d'une année est catégorisée, puis les totaux et les sous-totaux sont retranscrits dans mon fichier de budget annuel, si bien que les résultats d'une année vont devenir la source d'information ou une source d'information importante pour prévoir le budget de l'année suivante. Ce qui va me rester à faire, c'est faire une majoration en fonction du taux d'inflation. Alors, donc, c'est un petit peu ça. Donc, ça nous prend un outil différent. Alors, le défi pour le suivi des transactions, c'est comment faire le suivi des transactions financières multiples qu'on a à faire durant une année, de les répartir en catégories pour faciliter l'analyse, d'assurer la conformité des données qu'on a inscrites, éviter les erreurs lors de l'inscription et faciliter la vérification aussi si on a besoin de rechercher une transaction qu'on a déjà faite auparavant. Donc, de faciliter la vérification et la recherche d'informations. Et tout ça en consacrant le moins de temps possible et le moins d'efforts possible. C'est un beau défi. Alors, parfois, il faut faire plusieurs essais, plusieurs erreurs pour en arriver à trouver l'outil qui nous permet de répondre à tous ces besoins-là. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le temps de voir de façon quantitative comment on a des revenus et des dépenses fixes et on a des revenus et des dépenses variables souvent. Alors, en termes de nombre de transactions par année, moi, j'estime que dans ma situation à moi, j'ai environ 150 transactions fixes par année. Ça veut dire une douzaine par mois à peu près. Là. Et du côté des revenus et des dépenses variables, bien là, c'est dépendamment des situations. Dans mon cas, moi, j'ai autour de 150 transactions variables par année, mais certaines personnes en dépensent davantage ou ont plus de transactions. Ça peut aller jusqu'à 300. Alors, en termes de temps, combien ça peut générer de temps? Alors, avec l'outil que j'utilise, moi, suivi des transactions, ça me prend pour inscrire les revenus et les dépenses fixes 1 minute par mois. Donc, ça veut dire 12 minutes par année. Et pour les revenus et les dépenses variables, j'estime que ça prend environ 30 secondes par transaction. Alors, si vous faites la multiplication, 150 par 30 secondes divisé par 2, le nombre de minutes, ça tourne autour de 75 minutes par année que ça me prend pour faire le suivi de mes transactions. C'est quand même peu de temps consacré pour avoir un résultat qui est tout à fait intéressant et qui me rend service à moi. Alors, je vous donne ça, ces informations-là, dès le départ, pour que déjà, ça puisse titiller un peu vos oreilles, parce que vous savez, si vous avez déjà tenté de faire le suivi de vos transactions, combien de temps ça vous prend selon l'outil que vous utilisez et comment vous organisez votre information. Alors, vous voyez là, ce à quoi on peut s'attendre comme résultat intéressant du côté du temps estimé pour effectuer le suivi de nos transactions.
L'aperçu de l'outil, maintenant, qui s'appelle Suivi de transactions. Suivi des transactions, c'est une application Excel qui permet d'effectuer le suivi des revenus et des dépenses par compte bancaire, si vous voulez, par compte, par code budgétaire pour les catégories, par personne, si on est plusieurs personnes dans une même cellule familiale, donc par personne qui contribue au budget de la cellule familiale. Une transaction, qu'est-ce que c'est? Une transaction, c'est un revenu ou une dépense appliquée à un compte bancaire ou à une carte de crédit. Alors, chaque transaction, elle est codifiée pour faciliter la production de rapports, l'analyse et la recherche d'informations. Une transaction, c'est une combinaison. L'outil suivi des transactions, pour moi, c'est une combinaison entre le chéquier, le système comptable et l'inventaire des biens. Alors, vous voyez que j'ai tenté de rassembler plusieurs besoins dans le même outil. Alors, du côté de comment ça s'est organisé, pour une transaction, dans le suivi des transactions, une transaction correspond à une ligne d'information dans Excel qui est placée, puis la ligne d'information, les informations sont placées dans plusieurs colonnes. Alors, on a des colonnes pour notre suivi, notre système comptable. J'ai 4 colonnes qui correspondent à un système comptable, dans un système de classement des informations. J'ai ensuite les colonnes 5 à 11, qui sont les colonnes du chéquier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le chéquier, c'est quelque chose qu'on utilisait lorsqu'on faisait des chèques à la main. Alors, on utilisait un chéquier pour inscrire les chèques qu'on avait faits, pour être capable d'en faire le suivi puis de s'organiser pour que notre compte ne soit pas dans le rouge. Alors donc, c'est les colonnes 5 à 11 du fichier Excel là, qui correspondent aux mêmes informations qu'on inscrivait dans notre chéquier. Ensuite, des colonnes qui vont nous permettre d'adapter la transaction à une cellule familiale. 3 colonnes qui vont nous permettre de faire ça. Et enfin, 4 colonnes qui vont nous permettre d'inscrire l'information qui vont être utiles pour l'inventaire des biens. Alors, tout ça fait en sorte que ça fait un seul outil qui répond à plusieurs besoins en même temps. Alors, si je regarde le chéquier maintenant, ici, je vais faire un retour. Le chéquier. Le chéquier, qu'est-ce que c'est? Alors, c'était à l'époque un livret qui permettait d'inscrire les transactions qui seront débitées ultérieurement dans le compte bancaire. Par exemple, je peux faire un chèque le 12, mais c'est pour le premier du mois suivant. Alors, donc, ça va être débité ultérieurement. Donc, ça permet aussi de prévoir et de vérifier si on dispose des fonds nécessaires pour que le chèque ne rebondisse pas. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir un solde négatif et de payer des pénalités. Et ça permet de vérifier les transactions passées au compte, donc de faire la conciliation et de vérifier s'il y a des tentatives de fraude ou d'inscription en double de certaines informations. Un exemple de transaction dans un chéquier, alors on avait la date, la destinataire ou la source, l'objet, le montant du retrait ou du dépôt, une case pour cocher si on avait vu passer la transaction dans notre livret de compte bancaire et le solde. Alors donc, une transaction, ça va être pour le chéquier, ça correspondait à ça. Donc, l'exemple qu'on donne ici, c'est pour le paiement des taxes municipales à la ville de Lévis le 3 août 2015. Le montant était de 173,95 et le solde est là. Maintenant, ça correspond aux colonnes qui correspondent à ce qu'était le chéquier. Maintenant, le système comptable. Quelles sont les colonnes qu'on va mettre qui correspondent au système comptable? Alors, le système comptable, pour moi, je m'inspire de ce que j'ai vu en entreprise lorsque j'étais au travail. Il y avait un système comptable pour de l'employeur qui servait à gérer l'ensemble de ses affaires. Alors, je me suis inspiré un peu de ça. Alors, le système comptable, c'est un système d'information qui permet de prévoir et de comptabiliser les revenus et les dépenses dans une organisation, de les ventiler par unité administrative ou par projet, de faire le pont entre les décisions et les opérations,
entre les frais fixes et les frais variables, entre les entrées et les sorties d'argent réelles au quotidien. Ça permet aussi de produire des résultats périodiques, de les analyser et d'effectuer des recherches d'informations et de contextualiser une dépense ou un revenu qui a besoin d'être expliqué, par exemple, à une réunion, à un conseil ou à une réunion d'administrateurs. Ça permet aussi de faciliter la reddition de comptes et la vérification et les ajustements. Et ça permet aussi de préparer des budgets et des prévisions budgétaires. Des exemples de colonnes qui sont utilisées dans l'outil qui s'appelle Suivi des transactions. Alors, on a une colonne pour indiquer un code. Un code, c'est un code numérique. La catégorie, par exemple, habitation. Le poste budgétaire, par exemple, taxe municipale. Et le type, c'est une dépense qui est fixe. Ensuite, l'adaptation au système comptable dans une cellule familiale. Alors, le système comptable peut être adapté pour tenir compte du partage des revenus et des dépenses entre les membres d'une cellule familiale. C'est donc dire que, suivi les transactions, vous pourriez décider, par exemple, vous en avez un par conjoint dans votre cellule familiale, ou encore vous utilisez le même pour inscrire les dépenses et les revenus des deux. Alors, c'est à vous de décider comment vous voulez organiser les choses. Bien, vous avez la possibilité de ces deux possibilités-là avec suivi des transactions. Alors donc, ça permet de les adapter. Comment on fait cette adaptation-là? C'est en ajoutant des informations qui permettent de distinguer les frais communs des frais individuels et de les associer aux personnes qui les assument et à celles qui en bénéficient. Pourquoi c'est important de distinguer les deux, ceux qui les assument et ceux qui en bénéficient? Je vais vous donner un exemple. Imaginez que la voiture de ma blonde a besoin d'un service d'entretien au garage, mais le garage auquel elle fait affaire pour faire son entretien de voiture, il est situé près de mon lieu de travail. Alors, c'est peut-être moi qui vais prendre la voiture le matin, sa voiture le matin, qui va aller déposer la voiture chez le garagiste et qui va régler la transaction avec ma carte de crédit à la fin de la transaction et qui va par la suite devoir inscrire la transaction dans le système comptable. Si bien que si le système comptable permet de tenir compte de à qui profite la transaction et qui l'a assumé, bien, on va pouvoir faire un compte à compte qui va répartir la dépense correctement et qui va l'assumer correctement là, par rapport à qui assume quoi dans le couple. Ensuite, ça permet aussi de vérifier, de suivre et de vérifier les frais associés aux dépenses communes ou aux éléments qui méritent une analyse ou un suivi particulier. Bon, des exemples de colonnes qu'on va utiliser dans le suivi des transactions pour l'adaptation à une famille. Alors, on aurait la colonne budget ou bénéficiaire. Alors, est-ce qu'on rentre ça dans le budget commun, dans le budget d'un conjoint ou de l'autre conjoint? Ensuite, payé par qui? Alors, ça se peut que dans votre cellule familiale, vous ayez un compte conjoint ou ça se peut que vous n'en ayez pas. Alors, moi, de mon côté, je sais que si je vivais en couple, je n'aurais pas de compte conjoint parce que j'ai analysé les avantages et les inconvénients du compte conjoint. Alors, même si une dépense est commune, je pourrais dire c'est moi qui l'assume. Ou ça pourrait être ma conjointe qui l'assume, un ou l'autre. Mais si un compte conjoint, alors ça pourrait être assumé par le compte conjoint, payé dans le compte conjoint. Ensuite, la troisième colonne qui est la colonne éléments à suivre. Alors, c'est à vous à décider qu'est-ce que vous voulez suivre pour en faire l'analyse et vérifier l'état des dépenses d'une catégorie en particulier. Comme par exemple, vous pourriez dire, nous, on aimerait ça suivre ce qu'on appelle les engagements, c'est-à-dire les frais fixes, pour voir si d'année en année, nos frais fixes sont conformes. Est-ce qu'on n'est pas en train d'augmenter nos frais fixes plus que nécessaire ou plus que la portion qu'on est prêt à y consacrer ou plus vite que nos revenus augmentent. Ensuite, si on a un chalet, on pourrait dire, bien, on veut suivre aussi toutes les dépenses qui concernent le chalet pour voir combien nous coûte notre chalet à la fin de l'année. Ou, exemple, pour un projet de rénovation. Ou encore pour dire, par exemple, cette dépense-là,
ou ces dépenses-là concernent la voiture d'un conjoint ou la voiture de l'autre conjoint, ou l'inventaire de biens de un ou de l'autre des conjoints. Alors, ça permet donc de suivre ces éléments-là et d'en garder la trace. Concernant l'inventaire des biens maintenant, les colonnes qui concernent l'inventaire des biens. Alors, l'inventaire des biens, c'est un système d'information qui permet de colliger l'information concernant les biens possédés par une cellule familiale et de conserver et de retracer facilement les informations qui sont utiles lors de la réparation, ou enfin, je devrais plutôt dire, lors de la réparation, lors de l'application de la garantie, lors d'un sinistre ou lors d'une séparation, d'un divorce ou lors du décès. Et ça permet de remplir rapidement les formulaires de réclamation de l'assureur et d'inventaire des biens après décès. Alors donc, on recouvre plusieurs besoins là-dedans et ça nous prend juste 4 colonnes pour faire ça. Alors, la colonne, puis d'ailleurs, l'inventaire des biens ne s'appliquera pas à toutes les transactions. Exemple, lorsque j'achète de l'essence ou si j'achète de l'épicerie, ben, je n'ai pas à inscrire l'inventaire des biens. Je vais inscrire l'inventaire des biens seulement si j'achète un bien durable qui va être conservé à long terme ou à moyen terme. Alors donc, dans les colonnes, on va avoir une colonne pour inscrire la description du bien. Par exemple, la marque, la dimension ou les options qui viennent avec. La localisation, à quel endroit cet objet-là est-il entreposé ou utilisé? Pourquoi on inscrit une colonne sur la localisation? C'est qu'au moment où on a un sinistre, que ce soit un sinistre ou un vol, par exemple un vol dans une maison, si on a une colonne qui nous permet de voir dans telle pièce qu'est-ce qu'on avait comme bien, ça permet de ne pas oublier des éléments dans la réclamation qu'on fait à l'assureur. Et ça, je parle de ça par expérience. J'ai déjà subi un vol et le fait d'avoir une colonne de localisation, j'étais capable de voir que les voleurs sont venus dans telle pièce, qu'est-ce qu'ils ont bien pu voler. Alors, j'ai regardé qu'est-ce qui était supposé être entreposé ou déposé dans telle pièce et j'ai pu voir qu'est-ce qui me manque, si c'était encore là ou si ça avait été volé. Alors, c'est une colonne toute simple. Ensuite, les références, si jamais on a à appliquer la garantie ou on a à réutiliser, par exemple, à faire une réparation, si on a le numéro du modèle, c'est plus facile à ce moment-là de faire la recherche d'informations pour trouver les bonnes pièces pour faire les remplacements. Et la garantie, si on a une colonne dans laquelle on inscrit la date de l'achat et qu'on inscrit 1 an de garantie, on peut savoir si notre garantie est expirée ou non. Les avantages qu'on a avec le système, l'outil qui s'appelle Suivi des transactions, l'avantage, c'est de prévoir, de suivre, de concilier, de retracer, de filtrer, de trier, de totaliser les transactions par compte, par date, par mois, par année, par code et par catégorie budgétaire, par type de dépense, fixe ou variable, par fournisseur, par bénéficiaire, par personne qui contribue au budget et par pièce. Alors, vous voyez qu'avec Excel, à cause de l'utilisation des filtres, on est capable d'aller rechercher de l'information très précise, très pointue, extrêmement facilement. Je peux vous donner un exemple de ça. Lorsque j'ai fait l'entretien de ma thermopompe, j'ai demandé un service d'entretien de ma thermopompe. Le fournisseur m'a dit, votre thermopompe, est-ce que vous l'avez acheté ici? Puis à quel moment vous l'avez acheté? À quand l'avez-vous acheté? Alors, j'étais capable de répondre à ces 2 questions en 2 temps, 3 mouvements. Parce que j'avais l'information dans mon suivi des transactions. Je pouvais dire, oui, je l'ai acheté chez vous, puis voici à quelle date je l'ai acheté, puis voici la date du service d'entretien précédent. À quel moment l'entretien a été fait la dernière fois. Alors, c'est des informations qui ont été utiles au moment de faire la transaction. Ensuite, ça permet d'ajouter des commentaires et des notes à chaque transaction au besoin. Pourquoi? Parce que Excel a une multitude de colonnes. Alors, s'il me manque de colonnes, je rajoute de l'information dans des colonnes vierges pour pouvoir documenter une transaction qui a besoin d'être documentée. Ça permet donc d'identifier
et de totaliser les engagements mensuels et annuels. L'engagement, moi, j'appelle ça des engagements, mais ce sont les frais fixes. Alors, ensuite, ça permet de s'assurer qu'on a les fonds nécessaires dans le compte. Ça permet aussi de s'assurer de la conformité des transactions et des soldes en faisant la conciliation et vérifier s'il y a eu des tentatives de fraude. Ça permet de sélectionner et de regrouper les transactions, de produire des statistiques, des tableaux, des sous-totaux, des pourcentages pour chaque regroupement. Ça permet de faciliter l'analyse budgétaire en produisant des graphiques et d'élaborer les prévisions pour les années suivantes. Et ça permet de conserver les données et de retracer certaines dépenses qu'on a besoin de retracer et de faciliter la préparation et des réclamations à l'assureur et l'inventaire des biens après décès. Les prérequis pour utiliser suivre les transactions. Alors, vous devez avoir Excel, maîtriser Excel. Dans Excel, vous devez maîtriser la navigation, l'inscription des données, la rédaction, la modification des formules, la structuration de listes, l'application de filtres, les tris de données, le regroupement par catégorie et l'application de sous-totaux. S'il y a parmi ces opérations-là, il y en a avec lesquelles vous n'êtes pas familier, bien, on pourra prendre un moment lors d'une des rencontres pour présenter la façon de faire ces opérations-là. Mais c'est à peu près l'essentiel de ce que vous aurez besoin de faire. Les opérations. Alors, il y a des opérations à faire une fois par mois. Une fois par mois, vous devez définir, non, pardon, une fois par mois, je dis une seule fois. Une seule fois au moment où vous prenez en main l'outil, vous devez définir ou personnaliser une charte de compte. Alors, moi, j'ai déjà une charte de compte qui est déjà présente dans Suivi des transactions. Alors, vous devrez réviser la charte de compte et regarder si cette charte de compte-là répond bien à vos besoins, rajouter des comptes s'il y a des comptes dont vous avez besoin qui sont absents. Et s'il y en a qui ne sont pas nécessaires, vous pensez que vous n'utiliserez jamais, bien, vous pourrez à ce moment-là les supprimer si ce n'est pas nécessaire. Ensuite, vous devrez identifier les éléments que vous voulez suivre d'année en année. Ensuite, vous devrez établir la liste des engagements, c'est-à-dire les revenus et les dépenses qui sont fixes. Ça, on fait ça une seule fois. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, on est capable de réutiliser ça. Et ça, l'idée d'établir la liste des engagements, c'est fort intéressant et fort important de le faire parce que nos engagements sont souvent des engagements qui sont répétitifs. On s'engage à payer à tous les 15 du mois notre service d'électricité, notre service de fournisseur Internet, notre câble distributeur, etc. Alors donc, une fois par mois, on a des transactions qui sont répétitives, qui sont les mêmes. C'est les mêmes montants, c'est les mêmes dates. Alors, si on a cette liste-là, on est capable de les regrouper ensemble, de faire un copier-coller, puis de les placer, de les déposer une fois ou pour une année, on fait un copier-coller 12 fois, puis on a nos 12 mois, les dépenses fixes de 12 mois qui sont déjà placées, et tout ce qui nous reste à faire, c'est intercaler nos dépenses variables à l'intérieur de ça. Ça facilite beaucoup le travail et ça raccourcit la durée du travail. Ensuite, au quotidien, qu'est-ce qu'on doit faire avec suivi des transactions? Alors, il faut inscrire les transactions, c'est-à-dire nos revenus, nos dépenses, au fur et à mesure. Et ça, moi, j'estime que ça me prend 30 secondes par transaction. Et les 30 secondes, ça inclut ouvrir le logiciel, ouvrir le fichier, rechercher, aller naviguer dans la feuille, placer ma transaction, si au besoin, aller chercher le code budgétaire qui s'associe à ça. Mais souvent, je n'ai pas besoin de le faire parce que nos transactions sont souvent les mêmes d'une fois à l'autre. Alors souvent, je vais prendre une transaction qui a le même code budgétaire, puis je vais faire un copier-coller de la ligne, puis je vais juste changer la date, changer le montant, puis c'est fini. Alors, c'est extrêmement rapide pour faire le suivi des transactions, ajouter une nouvelle transaction dans le fichier. Ensuite, au quotidien, ou vous pouvez le faire de façon hebdomadaire si vous voulez, concilier les transactions, c'est-à-dire vérifier le solde, et ça prend environ 5 minutes par semaine par compte. Ce n'est pas tellement difficile. Vous vérifiez si ce qui est passé dans votre compte, vous l'avez bien inscrit. S'il y a des ajustements à faire, vous les faites. S'il y a des éléments qui sont non conformes, vous pouvez intervenir rapidement. Ensuite, au quotidien, vous devez vérifier et reporter le sous-total mensuel des revenus et des dépenses.
Et ça, moi, ça me prend à peu près 1 minute à faire ça. Autrement dit, à chaque mois, je reporte le total de mes revenus et le total de mes dépenses dans un autre fichier que j'appelle résultat annuel. Et dans mon fichier résultat annuel, j'ai un onglet qui est l'onglet des mois, ou dans lequel j'ai une ligne d'information pour chaque mois. Alors, j'ai inscrit le total de mes revenus, le total de mes dépenses pour le mois. Ça me permet de voir comment c'est ventilé par mois. Et ça me prend 1 minute de faire ça chaque mois. Pas très long. Ensuite, à la fin de l'année, j'ai une opération ça me prend 1 heure à faire ça, ce que j'appelle la finalisation, finaliser l'année. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à copier les transactions d'une année dans un nouvel onglet, un nouveau fichier, si vous voulez. Ensuite, ajouter des statistiques, faire des tris, des sélections pour ajouter des statistiques, c'est-à-dire des pourcentages, des sous-totaux, puis analyser le tout. Ça me prend à peu près 1 heure à faire ça. Mais pour ça, j'exploite les fonctions d'Excel. Simplement les tris, les sélections, les regroupements et tout ça. Alors, un des éléments que je vous disais, il y a une charte de compte à l'intérieur de suivi des transactions. Alors, une charte de compte, qu'est-ce que c'est? C'est des numéros de catégories et des catégories dans lesquelles on va classer nos revenus et nos dépenses. Alors, moi, de mon côté, j'ai prévu des numéros de 1000 à 4000 pour les dépenses, pour classer les dépenses, et les catégories 5000 pour classer les revenus, 7000 pour classer les virements bancaires d'un compte à l'autre, et 8000 pour l'achat d'actifs, 9000 pour la vente d'actifs. C'est comme ça que j'ai décidé de classer ça. J'aurais pu classer ça autrement, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Vous pourrez changer les numéros et les codes à votre discrétion. Le classement maintenant. Alors, le classement, c'est classé bien sûr par catégorie. Alors, les catégories sont classées par ordre de priorité. Les catégories budgétaires, plus une catégorie est nécessaire, prioritaire, plus elle se retrouve haut dans la liste des catégories. Et les postes budgétaires, à l'intérieur de chaque catégorie, je peux avoir plusieurs postes budgétaires, comme par exemple, dans la catégorie habitation, je vais avoir les taxes, je vais avoir des réparations, ce genre de choses-là. Je vais avoir l'hypothèque, le loyer. Bon. Alors, les postes budgétaires sont classés par ordre de fréquence des transactions. Alors, plus une transaction est fréquente, plus je vais la placer haut dans la liste, à l'intérieur d'une catégorie. C'est ma stratégie à moi pour repérer rapidement, lorsque je fais une recherche, savoir c'est quoi le poste budgétaire ou comment je vais codifier une transaction, une nouvelle transaction que je n'ai pas faite depuis longtemps. Je vais aller rechercher dans ma charte à quel code je dois associer cette transaction-là. Alors, la recherche dans l'intérieur de la charte est plus rapide si je sais comment j'ai classé les transactions. Quel est mon classement dans ma charte? Exemple de ma charte de compte. Alors, les catégories, comme je vous disais, 1000 à 4000 pour les dépenses. Alors, exemple, 1000, ça va être ma catégorie habitation, 1100, le mobilier, 1200, la nourriture, 1255, j'ai fait un petit hiatus, c'est l'argent liquide ou l'argent comptant, si vous voulez. Parce que lorsque je vais à la banque, je vais à la caisse, je fais un retrait, j'ai une transaction que je codifie avec le 1255, retrait d'argent liquide. Avec cet argent liquide-là, je ne note pas tout ce que je fais avec. Si je vais m'acheter un café qui coûte 2,5 piastres, je ne le note pas, ça ne vaut pas la peine parce que je sais que ce sont de menues dépenses que je fais avec l'argent liquide et je n'ai pas besoin d'en tenir compte pour faire le suivi budgétaire. Ça représente une portion trop petite de mon budget pour que ça vaille la peine d'en faire un suivi exhaustif. Alors, je note simplement, telle date, j'ai fait un retrait de 100 ou de 200, puis ça fait une transaction et ça finit là. Ensuite, transaction, le code 1300 pour le transport, 1400 l'habillement, 1500 soins de santé, 1600 les services professionnels, 1700 télécom et informatique, 1800 loisirs, 1900 vacances et voyages, 2000 formation, 2200 bénévolat, 3000 autres dépenses. Alors, vous voyez qu'il y a de l'espace numérique pour en ajouter tant qu'on veut. Ensuite, les catégories. Alors, les catégories 5000, je vous disais, pour les revenus. Alors, 5100 revenus d'emploi, 5200 revenus de placement, 5300 revenus autonomes,
5 400 revenus de rente, 5 900 autres revenus. Un exemple de poste budgétaire pour la catégorie habitation. Alors, pour la catégorie 1000 à 1099, j'ai la catégorie habitation. Alors, j'ai des postes budgétaires loyer ou hypothèque, équipement domestique, assurance habitation, électricité, taxes municipales, taxes scolaires, entretien, puis autres habitations. Alors, c'est comme ça que je les ai classés. Si ce classement-là ne vous convient pas, vous pourrez les réorganiser. Mais ce qui est important, c'est que vous n'entriez pas de transaction avant d'avoir stabilisé votre charte de compte. C'est ça qui est important de faire. Ensuite, les éléments à suivre, c'est à vous aussi à décider quels sont les éléments que vous voulez suivre dans votre budget. Alors, je vous donne des exemples qui sont là. Vous pourriez choisir le code que vous voulez et les éléments que vous voulez suivre. Voilà. Ça correspond à la façon de structurer l'information dans le suivi des transactions. Je vais terminer l'enregistrement de ça. Je vais fermer le partage et terminer